Eh bien, parlons une fois de plus de Vincent Bolloré, le milliardaire le plus ouvertement d'extrême droite, qui fait un petit peu un monopoly avec nos médias, qui soient télévisuels, puisque Canal, CNews, C8, que ce soit la radio, il me semble qu'Europe 1 c'est à lui, que ce soit la presse papier, je crois qu'il avait déjà le Parisien maintenant, via le groupe Lagardère, il va acquérir le JDD entre autres. Mais ça ne suffit pas, il fallait aussi avoir des influenceurs, il fallait aussi sur internet, sur les réseaux, pouloulou, et bien voilà, pouvoir dispenser la sainte parole catho traditionnelle d'extrême droite, raciste et tout ce qui va avec de l'ensemble de ces médias, que petit à petit on voit un petit peu le décalage de la ligne éditoriale qui suit celle de la fenêtre d'Overton. Un article ici dans le Libération d'aujourd'hui en page 8, c'est ça, par Maxime Massé et Pierre Plotu. Le projet, c'est que pour tous les influenceurs qu'on va avoir, on ait accès à son empire médiatique. En ce début d'année 2022, David Bonhomme voit grand. Dans le secret d'une réunion interne dont Libération a consulté un enregistrement, ce chef d'entreprise dessine, devant ses collaborateurs, des lendemains dorés. Ça, c'est peut-être un petit peu le défaut de Libération, bon, en tout cas pour la version papier, c'est qu'ils ne peuvent pas nous mettre des liens hypertextes pour qu'on ait accès aux enregistrements comme ils le font parfois sur Mediapart. L'empire dont il est question, non, c'est pas Star Wars, c'est celui du milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire des chaînes C8, CNews, Canal+. Oui, il est loin le temps où quand on se contentait de dire quand Bolo se roule un tarpé, il ouvre une usine au CV. Bientôt aussi des médias du groupe Lagardère, on en parlait, dont le Journal du Dimanche, avec à sa tête maintenant Geoffroy Lejeune, Charlotte Dornelas et d'autres transfuges de Valeurs Actuelles, des personnes qui étaient, en tout cas pour Geoffroy Lejeune, considérées, même pour Valeurs Actuelles, comme trop d'extrême droite, tu vois. Enfin, trop ouvertement zémoriste, qui est quand même la frange la plus droitière de l'extrême droite qu'on ait sur notre échiquier politique. Si David Bonhomme peut en parler avec autant d'assurance, c'est que le mania vient de prendre des parts dans sa petite entreprise de communication baptisée Progressif Média. Alors attention, pas Progressiste Média, vous allez voir. Et lancé en 2011. Désormais, celui-ci est même logé dans les locaux du Vivendi Village, au 12 rue de Penthièvre, dans le 8e arrondissement de Paris, où sont regroupées les activités de spectacle vivant du groupe. C'est un petit peu son son webédia à lui, quoi, entre guillemets. Sachant que Vivendi, à l'époque, c'était J2M, et puis après, ça avait changé de main. C'est le début d'une nouvelle ère pour Progressif Média, société déjà impliquée dans quantité de projets d'extrême droite. Sur la base de témoignages et de documents internes, Libération a cerné le rôle attendu d'elle au sein de l'Empire Bolloré. Concevoir et mettre en œuvre des campagnes d'influence alignées sur la vision réactionnaire, pour le moins, du milliardaire. On a parlé pour tous ces médias, on a souvent réagi sur du CNews, on avait parlé du problème de TPMP avec l'enclair de Claire Secaille, la présentation de la droite, l'extrême droite, de la gauche, de l'extrême gauche. On présentait rarement les gens comme étant d'extrême droite, par contre d'extrême gauche assez souvent. Et les hémoristes avaient un peu pignon sur rue. Et nourrir ainsi les guerres culturelles, moteur des médias de son groupe. Une courte dépêche AFP a révélé l'information, mi-janvier 2022. Le groupe Vivendi rachetait 8,5% du capital de Progressif Média à la fondation chrétienne évangéliste The Watchers, qui en détenait 30%. L'opération vise, selon Vivendi, à accompagner un opérateur et un promoteur de produits et services centrés sur l'épanouissement des personnes et leur engagement en faveur du bien commun. Voilà, on présente de façon un peu vague. Surprenant, c'est rarement, on fait ça pour faire le mal, oui, c'est dans nos statuts. Surprenant pour un groupe qui détient déjà avec Havas un des leaders mondiaux de l'influence. Discrète société d'une trentaine de salariés. Progressif Média est certes bénéficiaire de 250 000 € de résultats nets en 2021, en croissance, et travaille déjà pour des clients d'envergure comme la très conservatrice fondation Le Jeune, je ne sais pas si c'est du même nom ou si c'est un hasard, qui finance des recherches thérapeutiques, notamment sur la trisomie 21 et proche de la Manif pour tous. Oui, parce que des recherches sur la trisomie 21, pourquoi pas la Manif pour tous, ça a l'air un peu plus connoté. De là être repéré par l'une des plus grandes fortunes de France, il n'y atteint pas. Le sens de l'opération est plus clair sur le plan idéologique. Progressif Média penche à l'extrême droite, par le biais de l'entreprise New Soul, société sœur absorbée en juin 2022 et dirigée à l'époque par Émile Duport, actuel directeur général de Progressif Média. Donc on vous les présente tous les trois, Émile Duport à gauche, David Bonhomme au milieu et Vincent Bolloré, l'inénarrable milliardaire catho tradi. À droite donc.
Ça, comme ça, Lucier. Donc on était à Émile Duport, donc, qui dirige Progressive Media. L'agence a par ailleurs œuvré sur le site de, ah bah tiens donc, Génération Identitaire, mouvement dissous, en mars 2021, en raison de son racisme et de la violence de ses militants. D'ailleurs, c'était le tout premier couvre-feu avec Kali à l'époque, revoyez-le si vous le voulez, où on parlait de la dissolution de Génération Identitaire, c'était quoi Génération Identitaire aussi. Il se présentait comme le Greenpeace de la droite, en fait, non, tu regardes, en fait, c'est des bars interdits aux non-blancs, où ils te parlent de projets d'attentats contre des mosquées, enfin bref. Où ils tabassent des maghrébines dans la rue à coups de poing, à coups de gazeuse. Bon, c'était ça quand même, hein. Je retourne dans le chat, pas de soucis, Georges. Le site a été développé depuis... développé depuis les serveurs de Progressive Media, donc le site de Génération Identitaire. Interrogé par France Info en janvier 2022, Duport niait avoir des liens avec ces gens. Ce que contredit son associé, David Bonhomme, ici, du coup, qui n'est pas d'accord. Président de Progressive Media dans l'enregistrement authentifié d'une réunion. Oui, ça a été fait, je n'en suis pas vraiment fier, mais c'est une réalité. Il explique le patron, questionné par un salarié, avant de se décharger sur son associé Duport. Justement, celui qui dit que bah non, rien à voir. C'est Émile qui avait un pote qui était là-dedans, qui lui a donné un coup de main, et il a fait ça vite vite. Simple erreur de parcours. Si Progressive Media travaille pour nombre de clients sans histoire, elle a aussi édité le magazine Régénère, RGNR, du complotiste d'extrême droite Thierry Casasnovas. Alors je sais pas s'il est d'extrême droite, je sais que c'est des mouvances qui ont beaucoup de connexions, les mouvements New Age, Fake Med, tiens t'inquiète pas, je vais te soigner par la prière du Christ qui guérit, qui fait repousser les bras, il a vraiment dit des trucs comme ça, hein. Et t'inquiète, un jus de légumes, et d'ailleurs je vends les extracteurs, ça coûte ça seulement 1200 € hors taxe, mais vous pouvez vous cotiser à plusieurs pour vous les payer. Il y avait vraiment des bis comme ça. Alors après, d'extrême droite, je l'ai jamais entendu. Moi, j'ai un peu bossé dessus. Je l'ai pas entendu dire des trucs d'extrême droite. Mais il plaît beaucoup dans les milieux d'extrême droite. Ça, c'est sûr. Mais pas exclusivement. Donc, Casasnovas, gourou du manger cru, mis en examen en mars pour exercice illégal de la médecine et abus de confiance. Elle a également participé au développement de l'application, vous en aviez peut-être entendu parler, de chant Canto. Il n'y avait pas un bail par rapport à ça, des chants un peu de droitos, où Macron il s'était fait engrainer à chanter avec eux, ou je sais plus trop quoi. Je sais pas si ça avait un rapport avec cette appli. Donc l'appli de chant Canto, dirigée par d'anciens militants radicaux, et dont le répertoire, à côté d'airs traditionnels, abritait des chants militaires du Troisième Reich, comme l'avait révélé Libération. La société est aussi à l'origine du projet Corsair. Et bonne nuit Stéphane. Lancée fin 2021, celle-ci se présente faussement comme une initiative citoyenne. Oui, c'est pas n'importe quel citoyen du coup s'il y a Bolloré dans le bise. Défendant la liberté d'expression en réponse à l'activisme de Sleeping Giants France. Pourquoi je le prononce comme ça? Sleeping Giants. Donc voilà, en fait, quand ils voient des mecs d'extrême droite qui sont financés par des entreprises qui ont pignon sur rue, qui vont contacter. Alors, et des fois, oui, peut-être que sur la façon de faire, moi je sais que je l'avais déjà critiqué par le passé, en mode, oui, bon, alors si tu veux. Ouais, par exemple, il y a des gens, ils pensent que je suis un gros facho, tu vois. Ouais, parce que pourquoi pas. Et donc, ils vont, si demain j'ai un financement et qu'ils vont contacter les marques pour dire ah, arrêtez de financer Daimon, une fois il a parlé à un facho, donc c'est un facho, donc il faut arrêter de le financer. Parce que sinon vous financez des gens qui tendent la main à des fachos, donc qui sont des fachos eux-mêmes. Bon bah ça fait chier en fait. Donc alors après je peux comprendre le fond du fond de ça avec quelqu'un qui promeut le nazisme et qui est sponsorisé par une entreprise qui à côté affiche des valeurs humanitaires. Tu te dis bon il y a quand même un petit peu un problème là les gens. Donc j'essaye de pas trop arrêter mon jugement là-dessus. J'imagine que ça dépend comment c'est fait en fait. Par rapport à Sleeping Giants notamment. Ce groupe travaillant à couper donc les recettes publicitaires de l'extrême droite médiatique. Objectif : contrer le lobbying de ces derniers vis-à-vis des annonceurs. Le site propose par exemple aux inscrits de poster un tweet afin de dissuader la marque attaquée de boycotter un média et ainsi s'opposer massivement aux opérations de censure des Sleeping Giants. Oui bon voilà, tweet contre tweet quoi. Bon, à la limite, tu vas pas pouvoir empêcher ça. À ce stade, ces grands défenseurs de la liberté d'expression ont surtout défendu des médias du groupe Bolloré et, depuis peu, le JDD de Geoffroy Lejeune, qui en passe de passer sous contrôle de Bolloré, et c'est déjà lui qui prend les décisions par avance, étant donné que la vente est actée. Hein.
À propos des corsaires, dont Progressif Média nie être à l'origine. Oui, bon, alors Duport, juste avant, il disait qu'il y avait rien à voir avec Génération Identitaire, et il mentait, donc bon, on peut en douter. Un ancien salarié décrit un projet lancé en grande pompe, en interne, mais dont il ne fallait pas trop parler. Bon, bah en tout cas, ça a l'air d'être confirmé par des gens. Selon un autre, vu que Corsair a consisté au début dès 2021 à défendre exclusivement CNews, c'était évident que c'était financé par le groupe Bolloré. Ça a l'air de faire un peu du lobbying. Il n'avait à l'époque pas encore investi dans l'entreprise. On voit que ça n'empêche pas déjà le pré-shot de la prise de commande hein, pour lui. L'hypothèse est partagée par toutes nos sources. Interrogés sur ce point, ni Progressif Média ni Vivendi n'ont donné suite à nos sollicitations. À ce stade, le projet Corsair n'a guère porté de fruits. Selon les comptes rendus internes datant d'avril 2022, seulement 22 entreprises sur 263 auraient finalement décidé de maintenir leur publicité dans des médias d'extrême droite. Faible résultat, alors qu'ils procèdent en force avec des méthodes guère éloignées du harcèlement, constate-t-on chez les Sleeping Giants. Alors sûrement que l'extrême droite, ils vont leur dire, bah vous aussi, vous harcelez, et puis voilà, et que ça va se renvoyer là-bas, les renvoyer dos à dos. Je sais pas s'il convient de les renvoyer dos à dos. Hein. De fait, d'autres notes internes évoquent l'objectif de doxer, révéler publiquement l'identité et les informations personnelles, un délit puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, un des membres de Sleeping Giants France. Oui, bah alors là, tu passes quand même un peu un cap. Hein. Ça vient d'être officialisé par Sarko, RIP le barrage républicain contre les FN. Oui, bah on avait vu son interview. Un document de 22 pages compile ainsi les adresses ou les employeurs de certaines cibles. 22 pages. Depuis des années, les pratiques de Progressif Média défendent une singulière conception du bien commun évoqué par Vivendi. Dernièrement, des autocollants anti-IVG, anti-avortement, ont fleuri sur les vélos en libre service parisiens et lyonnais. Mais qu'est-ce que ça a à foutre là-dessus? Une opération revendiquée par l'association contre l'avortement Les Survivants, fondée par un certain Émile Duport. Il y a des endroits où tu as le droit de faire un affichage, les vélos, je crois pas. Hein. Bon, bah Émile Duport, il a l'air d'avoir des bails dans beaucoup de ce genre de trucs. Hein. Or, depuis que Bolloré a racheté des parts, j'ai vu de nouveaux projets arriver, par exemple, pour les survivants ou contre l'euthanasie. Affirme, ouais, à chaque fois ils se disent pro-vie évidemment, mais en fait ils sont contre-choix. Affirme une source travaillant au sein de l'agence. Un autre projet, nommé Paraffine, est porté par une filiale du même nom à des allures de croisade contre le progressisme. L'objet est d'organiser des masterclass à destination des chefs d'entreprise et des ressources humaines pour les aider à, je cite, comprendre l'impact des idéologies sociétales sur les affaires et le fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, détaille la présentation de Paraffine, une certaine conception de l'inclusivité peut aboutir à la logique de quota RH. L'hypersensibilité à la souffrance ou la micro-agression complexifie les conditions d'exercice de son activité et influence le cadre légal. L'antiracisme, l'antisexisme ou la lutte contre les LGBT-phobies sont qualifiés d'idéologie extérieure. Extérieure à quoi? Alors c'est l'ennemi de l'extérieur, tout ça, oui, c'est des trucs importés des Américains, donc qui viennent de la French Theory, mais sans l'oublier au passage, et est-ce que c'est dans ce sens-là la tech? Je ne sais pas. Tout simplement d'extérieur à l'entreprise. Extérieur à ce qu'ils considèrent comme la normalité. Je crois qu'on n'en saura pas plus. Les intervenants des conférenciers comprennent le président du très droitier syndicat étudiant Uni, Olivier Vial, qui a participé en avril à la convention du parti zémorien Reconquête. Il y en a qui disent zémorien plutôt que zémoriste. Ou Paul Sugy, un jeune journaliste du Figaro, auteur du livre L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. Celui-ci assure ne pas avoir été rémunéré pour son intervention. Ouais, pas besoin, c'est la passion. Voire c'est un peu la famille, j'ai l'impression. Bon. Le projet Victor et Hugo, lui, est encore en cours de construction. Une note interne le décrit comme un dispositif publicitaire, intellectuel, culturel et économique pour contrer les effets du wokisme, décrit comme une pathologie sociétale. Alors déjà, moi j'aime pas le mot sociétal, alors imaginez pour l'expression. Selon le site du projet, encore en développement, mais que nous avons consulté, la forme juridique prévue est celle de l'association Loi 1901. Mais la note évoque un volet business à destination des entreprises qui souhaiteraient prévenir et ou traiter les minorités actives appartenant à cette mouvance. C'est-à-dire quoi? Prévenir et traiter les minorités. Bizarre la formulation, je sais pas ce que vous en pensez. Le projet se donne un plus grand dessein plutôt.
aboutir, grâce à un lobbying auprès de politiques, à un dispositif légal qui protège le corps social du wokisme. Le wokisme, ce terme qui n'existe pas, hein, il n'y a que des droitards qui parlent de wokisme. Et surtout de wokistes. Parce qu'en fait, il y avait déjà un mot. Il y avait woke, progressiste. Progressif média, sur le coup, par le biais de Victor et Hugo, veut aussi peser sur l'opinion à travers plusieurs initiatives, dont une tribune à la gloire de la disputation. Le débat public, signé par des personnalités de gauche ou de droite. Bon, alors de gauche, bon, on va falloir chercher un peu. Il y en a peut-être un à la limite, quoi, mais... Parmi les signataires envisagés, le philosophe Alain Finkielkraut, les journalistes Natacha Polony, oui, c'est la gauche Marianne, avec des guillemets, on aime bien l'expression, et Pascal Praud, ou encore José Bové. Bon, José Bové, je sais pas où il en est aujourd'hui, hein, mais aussi l'influenceur d'extrême droite Papacito, bah voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui, le président de Reconquête Éric Zemmour, et même l'antisémite Dieudonné. Comme ça, la boucle. Enfin, Progressif Media semble compter sur l'appui du groupe Vivendi, Prisma, Lagardère, Dailymotion, Canal, pour la programmation de ses visuels et clips vidéo. Comment un mania tel que Vincent Bolloré a pu s'intéresser à une structure si sulfureuse? Nous, qui suivons le dos, souvent on n'est pas trop surpris. Alors pourquoi en fait envoyer là? Le comment, oui, on va voir le comment, parce que le pourquoi, oui, tout le monde sait. Par le biais d'une de ses proches, Chantal Barry, riche femme d'affaires qu'il présente lui-même selon Le Monde comme une amie de 40 ans. Le septuagénaire est aussi, assure un interlocuteur bien informé, la conseillère spirituelle de Vincent Bolloré. Ça a l'air de bien aller. Lui est pourtant un catholique traditionnaliste et elle, une chrétienne évangélique. Oui, généralement, ils sont pas trop catholiques du coup. Oui. Chantal Barry, c'est la personne que l'on retrouve derrière The Watchers, fondation à travers laquelle Vivendi a racheté des parts de Progressif Media et qu'une très bonne connaissance de ce milieu décrit comme un rassemblement d'hommes d'affaires évangéliques dont la force est de faire l'union avec les catholiques pour évangéliser la France. Il vous plaît le projet ou... Non? Des hommes blancs milliardaires qui vont vous évangéliser. Ça fait envie? Quel accès ont réellement David Bonhomme et Émile Duport aux médias du groupe de Vincent Bolloré? Une scène racontée par une source est révélatrice. En janvier, une petite société de production provinciale en affaires, avec Progressif Media, a été reçue à C8, média de Bolloré donc, en grande pompe par le patron de la chaîne en personne, pour un projet de film sur la prêtrise. À la sortie de la réunion, ils ont croisé le patron de Canal, Gérald Brice-Viret, donc qui est aussi du coup un média de Bolloré, qui passait par là. Il leur a lancé « Ah, c'est vous les copains d'Émile, les amis d'Émile, en les saluant chaleureusement. » Eux-mêmes semblaient étonnés. Bah oui, c'est une petite société de production provinciale, ils ont trouvé un contrat et... Bon alors, mais voilà, c'est sur la prêtrise, donc ça leur tient très très à cœur. Voilà, c'est de ça qu'on manque dans ce pays. C'est pas des profs, il faut plus de prêtres. Moins de profs, plus de prêtres. Peut-être un de leurs slogans de campagne. Sur la plateforme du groupe Canal, ce film, Prêtre en confession, projet en collaboration. Alors ça se trouve c'est bien, j'en sais rien, hein, mais... J'ai pas vu. Projet en collaboration avec Progressif Media, devant sortir le 18 octobre au cinéma. Bah c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu. Avait déjà sa page dédiée. Jusqu'à ce que fin août, après nos demandes de précision, elle ne soit supprimée. Ah. Quand David Bonhomme parle de Bolloré dans des dîners, par exemple, il dit « Vincent rapporte une source proche du premier ». Il le fait sans forfanterie et dit « Partager une certaine intimité avec le milliardaire, le voir et lui parler souvent ». Dans cette même réunion dont nous avons obtenu l'enregistrement, Bonhomme est clair. « Vincent n'est pas dans un registre business avec nous. Il a vu en nous le côté chrétien, engagé. » Selon nos informations, Progressif Media travaille d'ailleurs, avec d'autres, sur le projet d'accompagnement de la fin de vie, Bien mourir, que concocte selon Le Monde le milliardaire. Ah bon? Bah, ils ont des projets d'accompagnement de fin de vie? Bah, s'ils sont contre l'euthanasie, du coup, je sais pas, ouais, il faut peut-être dire, voilà, faire des prières. Faire venir un prêtre dans la chambre pour l'extrême onction, tu vois, à mon avis, ça doit être des bails comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous vous répondez les uns les autres. Mon ambition, et ce n'est pas forcément à communiquer avec les autres, c'est qu'il va être à la retraite et avoir du temps, donc Bolloré, poursuit Bonhomme dans cet enregistrement. Donc, on va le voir sur une base régulière. Chantal, je l'ai vu comme ça, normalement, ce sont des gens inaccessibles. Tu passes du temps et t'as une influence. Du coup, j'ai envie que Vincent se dise « Là, c'est sympa ce qu'ils font. Je vais appeler Hanouna pour qu'il cale tel ou tel collaborateur de l'agence dans son émission. »
Parmi ses salariés, bon, sûrement qu'ils mettent des exemples vu que là c'est entre crochets. Parmi ses salariés, un certain Vivien Hoche, justement celle qui a des salariés entre crochets qu'ils n'ont pas tout fait figurer. Recruté au poste de directeur de clientèle, l'homme est le fondateur du comité Trump France. Ah, marqué aussi. Un autre récemment arrivé est Georges Mataran, youtubeur d'extrême droite appelé Jordi et qui officie au poste de content manager du pôle influence, doté notamment d'un studio de tournage. Ils ont mis les moyens. Selon l'une de nos sources, le jeune homme, qui s'est affiché avec les influenceurs radicaux Papacito ou Baptiste Marchais, encore un autre Français d'extrême droite qui aime tellement la France qu'il la quitte. Alors lui, c'était pas partir en Roumanie, c'était pour partir au Texas ou un truc comme ça. Donc ces influenceurs, et qui n'a pas répondu à nos sollicitations, du coup, Georges Mataran. Donc selon une de leurs sources, il serait tellement d'extrême droite que certains ne veulent pas s'asseoir à côté de lui pour déjeuner. Donc c'est un petit peu, moi ça me fait penser à, vous savez, Geoffroy Lejeune. En fait le mec, même pour valeur actuelle, il était un peu trop d'extrême droite, tu vois. Ou d'une certaine extrême droite qui veulent pas voir forcément majoritaire, quoi. Bah là, même dans l'entreprise tentaculaire et médiatique de Vincent Bolloré, alors les gens ils sont en mode ouais, lui quand même, je sais pas, c'est chaud. Alors à mon avis, ce Georges du coup, il parle de lui. Alors attendez, du coup, on a une enquête de Street Press, on a pas mal de. Voilà, on va regarder, mais justement. C'est pour ça que je vous disais qu'il y aurait un lien. Donc sa chaîne qui s'appelle simplement Georges. Ah, bah je n'ai plus personne avec moi en vocal, du coup ma lecture était peut-être un peu longue. Et il nous a fait un truc sur les abayas, justement, puisque c'était le sujet avant. À la limite, voilà, histoire de voir un petit peu de qui il parle, regardons. Bah, j'allais dire sans a priori. Moi, je suis déjà tombé sur ces vidéos. Du coup, je m'étais ah tiens encore un mec. Alors c'est produit différemment. C'est pas du psychodélique, tu vois. C'est fait avec du montage. C'est fait avec une esthétique un petit peu plus léchée. Il y a une vibe un petit peu là dans l'éclairage, dans le tout. Il y a une vibe un petit peu valeurs actuelles et vous allez voir que c'est pas tout à fait une coïncidence. Évidemment, Napoléon dans le fond. Première actualité de la semaine, c'est une histoire de tissu. C'est une histoire de rentrée et c'est une histoire d'islam politique. Je te résume l'affaire. Bon, on verra s'il laisse les gens réactent dessus ou pas. Donc je vais vous parler de la polémique de 2023, parce que les offensives de l'islam radical à travers les habits, on en a eu plein ces 10 dernières années. La polémique, celle moi je vois surtout des offensives d'extrême droite contre les vêtements, mais... Elle débute avec Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a expliqué qu'il voulait interdire le port de l'abaya dans les établissements scolaires. Alors il dit... Sur le fil qui pendouille. Bon, après ça, c'est difficile à... Ouais, je vois pas comment tu fais pour que le fil, à moins d'avoir des faux murs, du placo, de faire passer les câbles derrière, ou de les faire passer dans des baguettes, je sais pas, tu vois. Dans un premier temps. Ensuite, le 27 août, sur le plateau de TF1, il surenchérit en justifiant son choix en mode alors j'ai pas envie qu'on puisse voir la religion des élèves en les regardant, quoi. Bon, évidemment, tous les gens saoudiens ont pris un malin plaisir en se filmant avec une abaya en mode regardez comment on pisse sur vos lois, on vous encule, nique la France. Évidemment, plusieurs points. Bah, nous, alors on n'était pas en mode nique la France, mais on était en mode c'est quoi ce règlement? Ce règlement, ça n'est pas la laïcité, ce règlement, ça n'est du coup, c'est une trahison de l'esprit de la laïcité à la française. Et du coup, bah moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si j'étais encore lycéen, je serais venu en Camille pour emmerder le monde, tu vois. Aborder dans cette affaire-là, déjà. Je suis agnostique, tu vois. De quoi on parle? L'abaya, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est religieux? Dans ce cas-là, c'est un signe ostentatoire. Ou est-ce que c'est culturel? Dans ce cas-là, c'est plus une problématique d'homogénéisation des élèves, en tout cas d'homogénéisation. Ouais, parce qu'on va le voir, c'est souvent, en fait, finalement, il y en a qui reconnaissent que c'est pas spécialement directement religieux, tu vois. Ou alors, encore une fois, avec la différence culturelle-cultuelle, le cultuel faisant partie du culturel, mais le culturel ne sert vraiment pas au cultuel, comme on le disait. Mais en fait, non, le simple fait que ce soit culturel, mais d'une culture différente, ça ne va pas. C'est déjà trop. L'homogénéisation visuelle des élèves. Et bah, c'est un peu des deux, où c'est ni l'un ni l'autre. Je m'explique. Concrètement, qu'est-ce que c'est quoi l'abaya? C'est un habit féminin, genre une longue robe, qu'on appelle un habit pudique, puisqu'elle va couvrir les formes des femmes. C'est straight from les pays très chauds, puisque ça permet de mieux supporter les grandes chaleurs. Et c'est là la subtilité. Sur ce point, on est d'accord, puisque justement, des gens qui disaient tout à l'heure, et l'abaya à 38 degrés, bah oui, justement. Cécile Vassas, la chercheuse, explique que le vêtement n'est pas une obligation dans le Coran, c'est donc pas un vêtement religieux. En revanche... C'est quoi cette esthétique Windows 95, par contre? C'est un habit qui est culturel. Genre en Arabie Saoudite, le vêtement est obligatoire, sauf pour les touristes. Donc l'Arabie Saoudite
en a fait un objet culturel, mais quasiment cultuel. En tout cas, il en a fait un objet obligatoire. Alors déjà, je sais pas, est-ce que ça, on peut le vérifier ou est-ce Mais qu'on c'est peut pas vérifier foncièrement religieux. Donc l'interdiction de l'abaya en Merci d'arrêter de te remettre en play tout seul. Alors que j'ai changé d'onglet. C'est quand même très très bizarre. Alors sur l'Arabie Saoudite, ça me semble pas très clair. Moi, je vais regarder vite fait. Où est-ce que ça me le met? C'était sur le dernier. Alors là, on est sur France Info. Bah décidément, qu'est-ce qu'on utilise France Info aujourd'hui? L'idée, donc, on est sur... Alors, et moi, je suis très, très critique de l'Arabie Saoudite. Encore hier, j'ai fait un sujet pour critiquer l'Arabie Saoudite et notamment la complicité de Twitter dans la violation des droits humains. Donc, c'est pas spécialement mes copains, l'Arabie Saoudite. On fait souvent des sujets sur eux et globalement contre le régime de MBS. Pas contre les Saoudiens eux-mêmes, tu vois, mais contre le régime actuellement en place, en tout cas. Il n'empêche que ça a l'air d'être plus compliqué que ce qu'il dit. L'idée de se débarrasser de la baya semble gagner du terrain. Les lois sont très claires et stipulées dans la charia, loi islamique, que les femmes portent des vêtements décents et respectueux comme les hommes. Voilà, c'est quand même très clair, mais quand même très flou. A déclaré en mars le prince héritier Mohammed Ben Salman à la chaîne de télévision CBS. Cependant, cela ne spécifie pas particulièrement, je vais y arriver, une abaya noire. Il convient aux femmes de décider du type de vêtements décents et respectueux à porter. Donc c'est aux femmes de décider ce qu'elles considèrent comme décent. Bon, j'imagine que c'est aussi plus compliqué que ça et que si elles te disent oui, moi je vais me balader topless et que je considère ça décent, on va te dire non, meuf, par contre. Dignitaire religieux, Sheikh Ahmed Ben Kassim Al-Ghamdi a rejeté l'idée selon laquelle les abayas doivent être noires. Et Sheikh Abdullah Al-Mutlaq a estimé, lui, que les femmes ne devraient pas être contraintes de porter l'abaya. Donc ça a l'air d'être un débat beaucoup plus complexe que... Non, ils ont simplement rendu ça, c'est tout le monde est obligé, qu'il n'y a que les touristes. Bon, ça a l'air, il y a quand même des dignitaires religieux qui disent, bon, bah non, en fait. Et puis, il y avait aussi sur... des abayas de sport, donc des abayas qui collent au corps, tu vois, donc ce qui contrevient un petit peu à l'idée du truc d'origine. Avec donc des matières, des formes différentes, et puis même le fait que ça n'a pas nécessairement besoin d'être des abayas pour correspondre à l'esprit de la loi fut-elle coranique. Bref, reprenons la lecture. Soit, c'est pas islamophobe au sens premier du terme, contre les musulmans. En revanche, l'abaya, c'est porté par des gens qui proviennent de pays qui n'ont pas la tradition qu'on a de séparation de l'État et de la religion. En Arabie Saoudite, par exemple, il n'y a pas de laïcité. Il n'y a pas de laïcité, séparation, je sais pas, Brésil, machin chouette. Il n'y a pas ça. Pareil en Iran, et pareil dans tous les pays musulmans. Y a pas tous les pays musulmans ? Concept de laïcité. L'État est imprégné de religion. Donc, là aussi, c'est plus compliqué que ça. Parce que y a dans des héritages de l'Empire ottoman avec les premières républiques kémalistes, en fait, c'est simplement une laïcité différente. Je sais plus si je vous avais noté un lien par rapport à ça. Non, je ne crois pas. Du coup, on va le retrouver. Par exemple, la Turquie. La Turquie qui est officiellement laïque. Alors évidemment, encore une fois, on nous disait tout à l'heure, oui, la laïcité à l'anglo-saxonne, c'est pas pareil que la laïcité à la française, qui sera pas pareil que la laïcité en Turquie. Et pourtant, c'est dans les institutions dès le départ. Donc dire, ça n'existe pas des pays avec une majorité de musulmans qui soient laïques. Ça n'existe pas, je sais plus comment il le résumait, des pays musulmans laïques. Là encore, c'est plus compliqué que ça. Donc c'est un petit peu le problème, c'est que c'est... Alors c'est bien fait, c'est mieux fait que la plupart des contenus de droite en l'occurrence, parce que voilà, la forme est plus travaillée et le fond il fait un peu plus genre voilà, journaliste, un petit peu moins en mode café du comptoir, café du commerce, genre ce que je vous dis est très sourcé, très réfléchi. Mais en fait quand tu réfléchis, pas spécialement plus que du psychodélique en fait. Porter un habit obligatoire dans un autre pays ou culturellement lié à un État qui est lui-même religieux, c'est indirectement afficher sa religion. L'abaya n'est pas religieux en soi, mais elle l'est pour soi. C'est-à-dire que l'abaya, le tissu n'est pas religieux, mais celui qui le... on dirait presque du marxisme, entre classe en soi, classe pour soi. Bon, on joue un petit peu sur les mots. Mais... porte, en tout cas en l'occurrence celle qui la porte, est éminemment religieuse puisqu'elle provient de pays qui n'ont pas de distinction entre le vêtement, l'État et la religion. C'est la même symbiose, on va dire. Déjà, premier élément, ça montre que la laïcité française est complètement à la rue. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays non musulmans qui n'ont pas de distinction claire entre la religion majoritaire et leur état, et s'ils ont des vêtements qui viennent de là-bas ou n'importe quoi de culturel qui viennent de là-bas, est-ce qu'automatiquement ça devient ostentatoire et qu'il convient de l'interdire? Je sais pas. Je pense pas. Il n'y a pas de séparation très claire
de la religion et de l'État aux États-Unis, par exemple, en plus que dans d'autres pays, mais c'est pas autant qu'en France, par exemple. Quand même, jusqu'à pendant très très longtemps, on a juré avec une main sur la Bible. Il y a quand même marqué une God We Trust sur les billets. Enfin, il y a plein de trucs par rapport à ça. Bon, je sais pas si tout ce qui est culturel américain, du coup, ça devient une propagande protestante, par exemple. Puisqu'elle en est à refuser l'expression d'une religion qui a en soi, on le connaît, déjà la mainmise sur des quartiers et des territoires entiers de notre pays. Bon, et comme on pouvait s'en douter, l'interdiction a eu un espèce d'effet stressant, en pensant qu'on avait une énième atteinte à l'islam en France. Des élèves, parfois très jeunes, se sont chauffés à venir en abaya, et ça a été le cas de 298 élèves selon les premiers rapports. Mais ça, c'est un peu normal. T'interdis un truc, les gens trouvent ça anormal, ils vont le faire par protestation. Mais tous les jeunes de tout temps, mec. Ce que j'ai dit, quelque part, on s'en bat les couilles. Alors, je m'explique. Que ce soit étranger ou religieux, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est, selon moi, un marqueur colonial. Et je vais pas reprocher à des colons d'être des colons et d'être dans une perspective de colonisation. Ah, au moins, il y a de la cohérence. On va pas alors bon, on qualifie de colons des gens, ça, je sais pas trop. Mais au moins, voilà, oui. Bah, ils vont jusqu'au bout du truc. Est-ce que ça va nous parler du temps béni des colonies, peut-être? On ne sait pas, après. De l'espace visuel. C'est-à-dire que quand il y a des filles... Voilà, mais c'est simplement, en fait, déjà, mettre un vêtement qui vient d'un autre pays, c'est la colonisation. Alors je sais pas, faudrait en parler aux pays qui ont été colonisés, est-ce qu'ils considèrent que c'est ça la colonisation? Ils auraient sûrement peut-être 2-3 autres bails à raconter, je dis ça comme ça. Viennent en abaya dans un lycée ou dans une école, elles importent un objet qui est culturellement étrange. Ah, ils jurent toujours sur la Bible aux États-Unis? Bon bah voilà, bon bah donc en fait son raisonnement tombe voilà, bah, en fait ce simple pays suffit à invalider son raisonnement, même s'il y en aurait sûrement bien d'autres. Viennent en abaya dans un lycée ou dans une école, elles importent un objet qui est culturellement étranger à la France. C'est pour ça que... Et voilà, non mais c'est là que c'est important. Et au moins, tu vois, il a un positionnement différent des autres droitards, c'est qu'il assume. Il assume le côté, oui bon, peut-être c'est pas religieux, mais ça n'empêche, c'est une autre culture, et les autres cultures, c'est caca. Ah, on ne veut pas de ça chez nous. Ah, je fais un peu un homme de paille exprès, parce qu'il faut que ce soit un peu divertissant, mais en gros, c'est quand même ce qui vient d'être dit. Si ça pose un problème, le simple fait que ce soit une autre culture, ça veut dire quoi en creux? Dans un lycée ou dans une école, elles importent un objet qui est culturellement étranger à la France. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ces espèces d'interdictions un peu hypocrites. Putain, le nombre de cuts qu'il y a par contre au montage, alors ça dynamise peut-être, mais c'est un peu trop là. Les gens qui mettent l'abaya savent pertinemment que d'autres femmes dans le monde meurent pour enlever des vêtements culturels ou religieux. Mais elles portent quand même ce vêtement, parce qu'elles sont dans une logique... Ils pensent peut-être à l'Iran notamment, mais c'est ça que, en fait, c'est là qu'il n'y a pas de cohérence de droite et qu'il y a une cohérence de gauche, c'est que moi je soutiens autant les femmes qui veulent enlever leur voile en Iran que les femmes qui veulent le mettre en France. En fait, je veux juste que les femmes puissent s'habiller comme elles veulent. Elle est simple la ligne pourtant. De compétition et de rivalité avec la France. Ces gens-là veulent faire sécession de l'État. Mais putain, mais parfait. Mais tu mets un vêtement ample et tu fais sécession de l'État, mais il faut se calmer un peu les paniques morales. Les gens au bout d'un moment, quoi. Très bien, faites sécession. Par contre, c'est un truc qui est bien. Voilà, notons les trucs qui sont bien. La barre de chargement du sujet, on est à 57% du sujet. Ça, c'est pratique. Habillez-vous comme vous voulez. Dès lors que tu es dans une logique d'autodiscrimination, que tu veux te démarquer volontairement du corps social en t'habillant différemment que tout le monde, c'est que quelque part, t'as pas ta place dans le pays. Alors après, t'as des espèces de combines en mode regardez comment on peut feinter les lois françaises, je vais mettre une couverture, je vais mettre en mode comme ça. Oui, mais du coup, c'est plus culturel. Une couverture, c'est culturel d'un autre pays, bordel de merde. C'est dingue quand même. Et ta casquette de neuneu ado US, mec. Bon, évitons d'insulter les gens. On n'est pas là pour insulter qui que ce soit. Alors après, oui, c'est ça qui est rigolo. C'est pour ça que je disais, il y a un peu une vibe valeurs actuelles. En fait, c'est que c'est la forme qui est actuelle. Les valeurs, elles sont rétrogrades, évidemment. Pas voir que c'est une abaya, mais si vous tentez de feinter les Français, c'est que vous-même, vous avez conscience que vous êtes en train d'imposer un mode de vie étranger. Vous feintez les Français. Sous-entendu, vous n'êtes pas Français en fait. Je sais pas. À des Français qui n'en veulent pas. Peut-être c'est pas ce qu'ils vous imposez un mode de vie à des Français qui n'en veulent pas. Mais personnellement parlant, ça fait très longtemps. Mais en quoi tu leur imposes? En fait, imposer un mode de vie, ce serait forcer les gens qui ne le veulent pas à porter des abayas. Genre, je sais pas, lui, ce mec-là, Georges, on va lui forcer à mettre un camis et sa sœur va être forcée de mettre un abaya alors qu'elle est d'extrême droite et catholique ou j'en sais rien peut-être. Ça se trouve, c'est pas le cas. Hein. Mais là, ce serait imposer un mode de vie. Mais que les gens vivent comme ils veulent, c'est pas imposer un mode de vie aux gens qui ne le pratiquent pas. Comment tu peux faire un inversement sémantique comme ça? Je ne comprends pas. Que ces gens-là, je ne vous intègre pas dans ma définition du français. Et les gens en commentaire qui vont faire les offusqués. Si demain, moi je me ramène avec un béret baguette au Maroc, en mode mais alors attention, c'est pas de la colonisation, faut respecter toutes les traditions. Regardez le béret que je porte, il ressemble un peu à un koufi ancestral. Mais non, mais en fait, qui c'est qui va t'emmerder si tu portes un béret au Maroc?
Mais ils vont pas te dire, ils ont pas fait des lois au Maroc pour empêcher les Français de porter un putain de béret. Justement, il est très bien ton exemple parce que c'est complètement con. Ou une marinière pour mettre un autre vêtement français, ou un jean pour prendre un vêtement américain. Le jean est interdit au Maroc? Je ne crois pas, monsieur. Marocain, vous allez me dire, bah non. Parce que prosélytisme ou protestant, là aussi. Les Marocains pour des jambons, va te faire enculer. Et vous auriez parfaitement raison de me dire ça. Évidemment que dans un... non, du coup, personne va te dire ça parce que, en fait, la tech est désastreuse. Monde idéal, les Français, qu'importe les origines et qu'importe leur religion, s'habillent tous relativement pareil et portent en eux le pays, portent en eux la France. Et c'est con, mais la mini-jupe, par contre, même là, c'est plus nuancé en fait. Ça dépend, est-ce que t'es dans une grande ville au Maroc ou pas, dans la Pampa. Bah, c'est pareil d'ailleurs, même en fait en France, même les endroits très tradis, tu vois, où genre si tu vas, on va beaucoup plus te juger au fin fond du Luberon que si t'es dans le centre-ville de Paris, tu vois, si t'es une femme et que tu portes des vêtements un peu courts, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Ce groupe-là, donc les gens qui militent pour que l'abaya soit imposée dans les classes, ou en tout cas qui militent pour arriver en abaya en cours, tout comme ceux qui militaient pour le burkini dans les piscines, hein, ces gens-là qui sont souvent poussés par des services marocains, qataris ou saoudiens, ces gens-là... Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, par exemple, c'était, je sais plus, le maire de Grenoble... C'était pas Piolle ou je sais plus. Le maire de Grenoble qui avait autorisé à la fois dans les piscines municipales des burkinis et le fait de pouvoir bronzer seins nus. Donc sûrement que voilà, c'est les intérêts saoudiens qui voulaient qu'on puisse être seins nus. Ça me paraît assez logique. Veulent imposer à notre espace de vue, veulent nous imposer un mode de vie étranger. Gilles Kepel, il explique très bien que cette stratégie... Non, c'est pas imposer à ta vue, c'est juste simplement s'habiller eux comme ils veulent, tu vois. Et c'est toi, en fait, ça t'importune comment les gens sont habillés. Mais parce que t'as un problème dans ta tête, mec, à mon avis. Mais... qui consiste à pousser l'État accueillant, qu'on peut appeler un État colonisé, vers ses retranchements, bah ça consiste à négocier de plus en plus. C'est-à-dire que c'est une stratégie d'infiltration. Au mieux, si l'État est faible, bah on l'infiltre et on colonise tout l'espace public, et le pays devient un pays colonisé. Et au pire, l'État essaie de... Voilà, parce que pour lui, voilà, la colonisation... En fait, les mots ont un sens, Georges. La colonisation, c'est pas porter les vêtements qu'on veut. Sinon, vraiment, l'histoire de la colonisation aurait été beaucoup moins sanglante. Hein. Défendre en mode... C'est quand même s'installer, imposer ton administration, tes lois, les gens, et prendre les ressources, les faire partir du pays, imposer une langue. C'est pas du tout ce qui se passe là, en fait. Alors ils vont me dire, ah si, il y a des quartiers où il y a des gens, ils parlent... En fait non, c'est pas... Les gens s'ils veulent parler une langue, en fait ils te l'imposent pas. Ils t'imposent pas leurs lois, ils t'imposent pas leurs vêtements. Ils prennent pas les ressources de la France pour les foutre ailleurs et développer un autre pays au détriment du tien et que ton pays soit sous un protectorat et un gouvernement fantoche qui obéit à une administration... je sais pas, ils parlaient du Maroc. On n'est pas un protectorat du Maroc. Pas que je sache. Ah bah tiens, la baya c'est pas très français, bah ça va être instrumentalisé pour dire aux musulmans, regardez, vous êtes des victimes, l'État est islamophobe. En conséquence de quoi, les et vu qu'il n'y a pas trop de justification au truc... musulmans, et notamment les plus jeunes, vont faire sécession du corps social et alimenter ce que Gilles Kepel, que je citais tout à l'heure, appelle la banalisation du sentiment victimaire. Donc dans les deux cas, la France, elle est perdue. Donc ça sert à rien de forcer l'intégration. Le dooming de droite, c'est quand même mon préféré. De gens qui ne veulent pas s'intégrer. On va pas les forcer à aimer notre pays. Normalement, les gens devraient l'aimer. Mais parce qu'en fait, si tu portes un vêtement ample, tu détestes ce pays. Justement, en fait, une vision claire de la laïcité, c'est se dire j'aime ce pays où on peut se balader seins nus sur des plages où c'est possible, où on peut aussi avoir un burkini, où on peut avoir une abaya, où on peut avoir un crop top. Parce que c'est ça la France en fait. C'est pas juste le burkini ou juste le sein nu, c'est pas juste le crop top ou juste la baya, c'est la possibilité des deux la France. Et si vous le comprenez pas, vous n'avez pas compris ce qu'est la France en fait. Mais naturellement, là, eux l'aiment pas, eux veulent nous imposer un mode de vie étranger qui s'impose à eux-mêmes ce mode de vie, qui vivent entre eux, qui vivent de manière communautaire. Mais si tant est qu'ils soient imposés, c'est que à eux-mêmes. Hein. Mais toi, pour toi, on te l'impose si tu le vois. Entre eux et en laissant les Français tranquilles. Laissons-les s'habiller comme ils veulent, laissons-les vivre avec ceux qui défendent ces modes de vie. Les guerres de la France insoumise, féministe et protecteur du royaume, demandez-vous pourquoi les femmes portent la baya, pourquoi c'est ample, pourquoi l'Arabie Saoudite l'a rendu obligatoire, pourquoi le défendre est féministe en France. On a vu à quel point tout ça c'est au mieux très imprécis. Hein. Alors que enlever un vêtement est passible de mort en Iran ou en Arabie Saoudite. Posez-vous les bonnes questions. Et bah justement, on t'a expliqué ce que c'était la cohérence là-dessus.
C'est défendre autant les femmes iraniennes qui se dévoilent que les femmes ici qui veulent se voiler. Mes petits gouvernes de la France Insoumise, demandez-vous pourquoi sur TPMP, quand on vient défendre l'abaya, c'est le père de famille qui le défend devant sa fille. Et c'est pas la fille elle-même. Et évidemment, t'as les gros suceurs. Ah bah si ta référence est... Ah, la référence c'était TPMP. Coïncidence? Je sais pas, on est dans le sujet, donc je ne sais pas. Qui vont dire partout, alors oui, mais on a d'autres problèmes à l'école, on n'a pas assez de profs et le niveau baisse. Bah les profs se font décapiter par ceux qui font baisser le niveau général. Je vous laisse commenter par vos mots cette take. Voilà. Donc, les musulmans décapitent et les musulmans sont bêtes. Il y a quand même les deux hein, dans la phrase. On la réécoute. On n'a pas assez de profs et le niveau baisse. Bah les profs se font décapiter par ceux qui font baisser le niveau général. Hein? Moi je pense que la question est vite répondue. Ah, on n'a pas osé le dire directement, mais c'est ça que ça veut dire, Georges. C'est comme un petit peu ça que ça veut dire. Donc je pense que c'est de lui que parlait l'article de Libération à la fin. On a aussi... Alors là, il leur avait répondu à Street Press. On a un article de Street Press, voilà, histoire de faire un petit peu le tour de ce sujet. Ensemble. Car ensemble, tout devient possible. J'essaye de faire des takes de droite pour leur plaire un peu, mais ça marche pas trop. C'est une take Sarkozy, souvenez-vous. C'était son slogan en 2007 ou en 2012, je sais plus. Le youtubeur d'extrême droite Georges s'essaye au journalisme. On passait par les réseaux sociaux de Valeurs Actuelles, bah, on n'est pas étonné. Et Livre Noir, le média très pro-Zemmour. Il est désormais à son compte et publie sur sa chaîne YouTube, suivi par plus de 100 000 personnes. Alors oui, c'est même un peu plus depuis, je pense. Là, il y a 127 000. Georges Mataran est le créateur d'une chaîne YouTube sobrement intitulée Georges. On est d'accord, ça c'est sobre en tout cas. C'est efficace. Forte de plus de 100 000 abonnés. Sur Twitter, il se définit ainsi. Journaliste, je crois. Ça va. C'est aussi évasif que le verset du Coran sur soi-disant il faut porter des abayas. En visionnant sa dernière production, une enquête sur le Black Bloc, on est tenté de répondre bah non. Le jeune homme passé par les médias d'extrême droite Valeurs Actuelles et Livre Noir, il développe un point de vue pour le moins incomplet sur le sujet. Il présente essentiellement les militants qui utilisent cette technique de manifestation comme, du coup par rapport au Black Bloc, comme des filles et des fils de grands bourgeois. Alors il a décidé que c'était ça, vous allez voir, il va tout faire pour faire rentrer en fait ce que disent les spécialistes du sujet pour le faire rentrer dans sa vision des choses. Bah comme un petit peu, bah j'ai pas vu toutes ces vidéos mais ça a l'air d'être souvent ça. Des gens qui mépriseraient les classes populaires et que l'État laisserait faire pour des raisons politiques. Oui ça c'est toujours soi-disant pour défendre les classes populaires, ça aussi c'est la confusion. Un discours simpliste que dénoncent même les intervenants de sa vidéo. Bon alors par contre les gens qui le critiquent pour ses boucles d'oreilles ils sont un peu cons hein. Ah oui, sa vidéo sur les Black Blogs, bah, je l'ai pas vue sur le coup, dit Praise. Contacté par Street Press, Olivier Kahn, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Cergy, garde un souvenir partagé de son interview avec Georges Mataran. Il s'est présenté comme un journaliste de Valeurs Actuelles. Vous m'apprenez que ce n'est pas le cas, s'amuse le chercheur. L'interview s'est bien passée, mais rapidement il m'a posé des questions très orientées. Olivier Kahn poursuit. Ce jeune homme est vraiment intéressant car il retient ce qu'il a besoin de retenir de vos propos. C'est une sorte d'anti-journaliste. Bon, bah au moins il disait journaliste, je crois. Donc voilà, il disait pas qu'il était sûr. Car il fait du montage pour servir sa démonstration en expurgeant de vos propos ce qu'il gêne. À la limite, il faut contre-filmer à chaque fois pour débunker derrière, quoi. Ce monsieur part du postulat que les membres du Black Bloc sont des gosses de bourgeois. Et l'essentiel de l'entretien que j'ai eu avec lui, c'est pour dire le contraire. Tout d'abord parce qu'on a du mal à savoir qui compose le bloc, par essence. Et ensuite, bah, les mecs ils sont cagoulés, masqués. Et ils n'ont pas des listes de... Alors voilà, alors l'amicale du Black Bloc de Cergy Pontoise. Et ensuite parce que les sociologues qui ont travaillé récemment sur la question expliquent qu'il y a en effet des jeunes militants de gauche éduqués, mais sa composition est beaucoup plus complexe. Contacté par Street Press, Georges reconnaît... Alors il a l'air de... Quand il est en contact avec Street Press, il a l'air de plus nuancer son propos. Reconnaît qu'en effet la composition du bloc est plus complexe et pointe au téléphone un court passage où il évoque la présence de hooligans et de nationalistes dans le bloc. Ah, tiens. C'est peut-être des nationalistes fils de bourgeois aussi, ça n'empêche pas. Une brève incise qui ne pèse pas très lourd puisqu'il décrit très largement le bloc comme un rassemblement de jeunes bourgeois d'extrême gauche. Donc jeunes, d'extrême gauche, il doit y avoir quand même une majorité d'extrême gauche, ça je veux bien. Qui soit principalement bourgeois, bah je sais pas, il conviendrait de le démontrer. Je sais pas par quel moyen. Mais bon, source... l'impression de Georges, ça me va moyen. Thierry Vincent, auteur de La tête dans les Black Blocs, Vérités et idées reçues, édition de l'Observatoire, et dont le travail est repris par Georges.
dans sa vidéo, tire le même constat du visionnage de la vidéo. Je dois dire en premier lieu qu'il s'est abondamment servi de mon travail, mais n'a pas cherché à m'interviewer. Assène ce vieux routard du journalisme. C'est absolument n'importe quoi. Je ne sais pas d'où il tient l'idée que les militants du bloc recruteraient des jeunes de cité contre un peu d'argent et du shit pour grossir leur rang, mais c'est totalement délirant. J'ai interviewé des policiers de terrain, des responsables de syndicats policiers et même des hommes du renseignement, mais aucun d'eux ne m'a jamais raconté cette fable. Pas plus que les militants au sein du bloc avec qui j'ai pu réaliser des entretiens. Même son de cloche chez Olivier Kahn qui s'interroge. Je ne sais pas où il a trouvé que des éléments d'extrême gauche recrutent des jeunes de cité pour grossir les rangs du Black Bloc et dépouiller des gens en échange de shit et de sommes d'argent modestes, c'est délirant. Pour justifier ces affirmations, pour les moins péremptoires, le youtubeur s'appuie sur un témoignage sonore. Selon cette source unique, pas trop dans la méthode zététique, le témoignage, quelqu'un juste en sonore, que tu connais pas. La scène ça peut, quand t'as plein de témoignages concordants de gens qui se connaissent pas, qui sont pas concertés, être un faisceau d'indices éventuellement. Selon cette source unique, donc la scène s'est déroulée à Montpellier. Quand il y a eu le mouvement contre le pass vaccinal et la Ligue du Midi, tous les autres qui étaient là, tu avais un cortège de 50 feufas, des faf bien déterminés, et en face, il y avait des zadistes. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé 2-3 personnes dans un quartier dont je tairai le nom à Montpellier, ils ont donné de l'argent et du shit, et ils ont promis qu'ils pourront dépouiller. T'inquiète pas, là-bas, tu donnes 5 €, ça suffit, hein. Voilà, donc oui, du mercenariat contre 5 € et une promesse de dépouille, bon. Lors de notre entretien, Georges nous a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une source policière et ne pas pouvoir nous en dire plus. Bon, bah écoute, source, l'Institut du T'inquiète frère. Mais assure-t-il, les renseignements sont au courant de ces pratiques. Bon, bah selon Thierry Vincent, c'est non. Ah, les captures en mode clair de YouTube. Voilà, il y a tout le site qui est en mode clair, remarquez. Mais... Néanmoins, Olivier Kahn ne regrette pas d'avoir répondu aux questions de Georges. Ça montre comment on peut faire un exercice de montage pour servir son propos. Attention, il n'y a pas justification de sa part. Tout n'est pas à jeter dans sa vidéo, il apporte quand même un certain nombre de nuances, mais il y a une volonté claire d'orienter les propos de ses intervenants, y compris les miens. La vidéo se termine en apothéose. Georges explique que les premiers actes des Gilets jaunes ont été éminemment pacifistes. À l'arrivée des mouvements de gauche et du bloc, oui c'est ça, oui c'était bien les Gilets jaunes, mais en fait c'est l'extrême gauche qui a pourri le mouvement. Bon, ça vous entendez souvent l'extrême droite vous dire ça. Hein. Les Gilets jaunes historiques délaissaient le mouvement qui va mourir quelques mois plus tard, gangréné par l'extrême gauche, donc on est dans les poncifs du genre. Hein. On sent on est autant de vieux dans le chat de Dai, pourquoi vous seriez spécialement tous vieux? Le vidéaste semble oublier les actes 2 et 3 du mouvement, avec le saccage de l'Arc de Triomphe, où se sont notamment illustrés des membres de l'extrême droite radicale, Zouaves de Paris en tête. Vous connaissez un petit peu maintenant les Zouaves de Paris dans les casseurs de gueule, ils font partie de l'extrême droite, dans les gens qui aiment faire des ratonnades, des trucs comme ça, c'est quand même les plus connus. Les images impressionnantes, avec le GUD, avec les autres, les images impressionnantes de la police, obligé de se replier face à la charge des manifestants sur la place de l'Étoile, ou encore l'incendie de la préfecture de Puy-en-Velay dans le 43. Au téléphone, il se fait plus mesuré. Quand je parle des premiers actes, je parle des rassemblements avant l'acte 1, où les gens se rencontrent et se rassemblent sur les ronds-points. Ah oui, genre ils se rassemblaient pas sur les ronds-points après. Un début du mouvement des Gilets jaunes que Georges fait remonter à un bon mois avant l'acte 1. Bon, bravo, du coup. Les Gilets jaunes, c'était bien avant l'acte 1. Bah, c'était pas les Gilets jaunes, du coup, c'est... Question nuance. Georges n'est pas vraiment un habitué des faits. Mi-décembre 2020, le jeune homme fait partie de la petite équipe qui lance la chaîne YouTube VA+, de Valeurs Actuelles, où il fait ses armes et tient la rubrique « La revue d'actualité » que l'on retrouve désormais sur sa propre chaîne, d'où cette vibe très VA qu'on avait notée. On le retrouve aussi sur une vidéo de Baptiste Marchais, avec Julien Rochdy et Papacito, encore eux. Ah, il n'y avait pas Julien Rochdy dans l'article de Libé avant. En octobre 2021, dans un entretien au cours duquel les journalistes Lucie Delaporte et Paul Conche sont copieusement insultés au motif qu'ils ont travaillé sur les 3 vidéastes d'extrême droite. Ah, je ne sais pas si Lucie Delaporte et Paul Conche ont attaqué pour injure publique. On voit qu'à droite, ils aiment bien attaquer pour injure publique, du coup. Mais... Au cours de la dernière campagne présidentielle, Georges quitte VA pour le très humoriste Livre Noir. Ah oui, c'est... plus humoriste que Zemmour presque, c'est...
Parallèlement, il présentera avec Baya Karlam Stendhal, une influenceuse d'extrême droite, ça sent le pseudo, un éphémère format court sur la chaîne YouTube de Génération Z, les Actus. Porosité, vous avez dit? Après un passage éphémère au poste de directeur de la rédaction du Livre Noir, Georges quitte le média qui périclite déjà depuis la fin de la présidentielle et l'échec d'Éric Zemmour. On a vu comment il s'est recyclé du coup avec le groupe Bolloré juste avant. Hein. Il décide, même indirectement, il décide de se consacrer à sa chaîne YouTube pour lequel il a lancé au début du mois de mars un appel aux dons pour lever 50 000 € auprès de sa communauté. Un échec. Ah ouais, avec une chaîne de 120 000 et tout? Ah, c'est étonnant. Tiens, alors avec une petite note, Thierry Vincent a publié plusieurs articles sur Street Press, édite le 26/04. À quelques reprises, nous écrivons que Georges s'appelait Georges Gabriel, il s'agit en fait de son deuxième prénom. D'accord, donc c'est Georges Mataran, c'est ça je crois? Ou Mataran, je sais pas comment faut le prononcer. Voilà pour le tour du personnage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissiez Georges? Moi j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Ça a pop, je sais plus sur quel sujet dans ma timeline, en l'occurrence. On a regardé un petit peu tous les liens, la capsule fait déjà 50 minutes, donc je vais la clore ici, mais ensemble, pour le retour, pour l'intégralité du live, que vous pourrez retrouver bien sûr dans la rediff YouTube, au pire une petite journée après, la capsule de la version courte, on va regarder le dernier arrêt sur image sur les abayas, en tout cas on regardait un petit bout, let's go, faisons ça, merci d'avoir regardé cette rediffusion YouTube.